Rue de la Rivière. Quelle joie je ressentis quand je pris possession des lieux. Le lendemain, enfin j'avais une maison. Mes enfants seraient chez eux. Que de fois, lorsque je cherchais un logement, ne m'a-t-on demandé: Vous avez des enfants? Et comme je répondais oui, on ne loue pas, car les enfants font des dégâts. Notre maison avait 4 pièces assez grandes, dont 2 avec fenêtres sur la rue. La salle à manger, très longue, s'éclairait par une verrière donnant sur la terrasse et par un vasistas prenant jour sur la courette. Il y avait en outre un apprenti, une cuisine, une petite buanderie et un débarras pour le charbon. C'était largement suffisant pour nous. Henri et Jean s'installèrent dans l'une des chambres sur rue, je pris l'autre, ma belle-mère, Marie-Louise Taos et Louis la troisième. Dans la salle à manger, qui servait de passage, je disposai la table et quelques chaises, le canapé et le buffet. Le charbon se faisait rare. Nous fîmes construire une cheminée dans la cuisine pour brûler du bois, car nous pouvions avoir à la compagnie du bois de traverse ou d'eucalyptus. Henri et Jean allaient le chercher dans une charrette à la gare. Nous fîmes aussi carreler la cour. Jean, alors en vacances, moyennant quelques sous, voulut aider le maçon. Durant juillet 1915, je n'étais retourné à El Ali. Depuis juillet 1915. Je m'y rendis en 1919. Beaucoup de tombes fraîchement ouvertes. Chez les Amrouches, beaucoup de places vides. Ted Helt était morte. Touela et son fils Salah, Sassa, la femme du cousin shérif, et de la famille de ma belle-mère. Il ne restait que son frère Hamma, qui vivait chez sa sœur à Algia. Cela m'attrista profondément. C'était comme une partie de mon existence qui s'en allait, avec tous ces gens que j'avais laissés bien portants. La mort de Ted Helt, la femme du grand-père Hassan, m'a le plus peiné. J'ai su qu'elle était morte dans la misère, qu'elle n'avait pas mangé à sa faim durant ces dernières années. J'assistais à la fête du père de Huisser, que les sœurs et leurs filles lui souhaitaient. J'avais demandé qu'on fît faire sa première communion à mon fils Louis, mais on me le refusa parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il n'avait pas été préparé religieusement à la paroisse. Au bout de 3 mois, je fus contente de repartir. La dernière de mes belles-sœurs, Zahwa, s'était mariée avec le cousin Bouzid, le Cerfrin. Elle avait pris la place de sa sœur morte en 1915 d'une fièvre due à un mauvais accouchement. Je revins à Tunis pour la rentrée des classes. Il fallait trouver des livres et des cahiers pour les enfants, dont 4 maintenant fréquentaient l'école. Et à cette époque, on me refusait même la gratuité des fournitures scolaires. Le quartier de la rue de la Rivière ne ressemblait pas à celui de Babaloua. Arabe mais plus cossu, ce quartier n'était pas habité par les ouvriers du port. A priori, chez ces gens, une femme indigène qui sort le visage découvert devant des hommes n'était pas une femme honnête. Je compris cela plus tard. Tant que nous vivions dans un milieu italo-sicilien ou à Babaloua, cela pouvait passer inaperçu. Pour les Italiens, j'étais la Française, mariée à un Arabe, car mon mari s'est toujours refusé à quitter sa Sechia, même quand il s'était agi d'obtenir de l'avancement. Or, parmi tous ses collègues, y compris son chef de bureau, il était le seul à avoir le brevet élémentaire. À Babaloua, nous étions noyés parmi tous les autres employés du chemin de fer, nos voisins. Rue de la Rivière, c'est autre chose. Nous avions pour voisins des Arabes ou des Kabyles aisés, pour la plupart propriétaires de leur maison. Les gamins ne jouaient pas dans la rue comme ceux que nous avions connus jusque-là.
Tout cela faisait du changement. Henri, en allant au patronage, comme il était seul au milieu de ses camarades à porter une chéchia, fut pris à partir par de jeunes Arabes qui lui reprochèrent de fréquenter des roumis et voulurent lui chercher querelle. Je sentis tout de suite que le quartier ne nous convenait pas, mais nous y étions, il fallait y rester, avec le moins de dommages possible. Je ne parlais pas de tout cela à mon mari, mais j'ai su depuis que lui-même s'en était rendu compte. Cependant, mon ancienne camarade Félicité, qui habitait dans les parages, vint me voir. Je fis aussi la connaissance d'une femme kabyle mariée à un homme très riche. Elle avait évolué, car au temps de sa prime jeunesse, elle avait été artiste. Elle m'invita à lui rendre visite. Elle s'appelait Baya et elle était très belle. Marie-Louise Taus, qui avait eu la grippe espagnole et avait failli mourir, était enfin rétablie et ne souffrait plus de ses oreilles. Elle fréquentait l'école Compton. De nombreuses compagnes venaient la chercher. Louis allait à l'école de Bar et Jean et Henri au collège Alaoui. Nous nous nourrissions toujours à la manière kabyle et nous continuions à pétrir de gros pains que nous mettions à cuire dans le four du boulanger. Mais Jean n'aimait pas certains plats de sa grand-mère qui fourraient du gras et du piment partout. Il s'ensuivait des disputes et je donnais à Jean, quand je pouvais, quelques sous pour qu'il s'achetât un complément. Parfois, quand l'Al-Johra avait caché quelque douceur dans sa petite malle fermée au cadenas, Jean glissait sa main étroite entre le couvercle et la mallette et lui prenait de ses friandises pour les manger après le repas. Des scènes épiques en étaient résultées. C'est ainsi que peu à peu, il avait vidé la boîte de dattes que l'Al-Johra avait remisée sur la chaise haute à Bab-Aloua. Je me souviens qu'elle était venue me trouver en courroux, me reprochant de permettre à mes enfants de la priver de son dessert. J'avais corrigé pour la forme le délinquant. Une autre fois, un ami de la famille nous avait apporté des raisins secs en grappe. Il y en avait beaucoup, près de 2 kilos. L'Al-Johra, en donnant un peu aux enfants, et mit le reste dans sa mallette. Jour après jour, Jean passait sa main fluette et retirait une grappe qu'il glissait dans sa poche avant de partir pour l'école, et en prenait une autre pour manger son goûter à 4 heures. Un jour, la grand-mère ouvrit sa caissette pour faire du couscous aux raisins secs. Il ne restait plus que quelques grappes dégarnies. Ce jour-là, ce fut un drame. Elle se mit à hurler, tellement elle était en colère. Je pris une canne pour corriger le coupable, mais elle avait déjà grimpé sur le toit du cagibi qui servait de débarras et de réduit au charbon. Ainsi finit l'histoire. Je dis à ma belle-mère, mange ta part avec nous quand il y a quelque chose de bon. Parfois, lorsque les enfants avaient un sou, elle leur vendait ce qu'elle avait à cacher, des amandes, des dattes, des noix ou des noisettes dont un ami nous avait fait présent. Car longtemps nous n'avons pas pu nous payer des fruits. Ce n'est que pour Noël ou le jour de l'an que les enfants voyaient apparaître des oranges ou des mandarines. Quant aux autres fruits, raisins, figues, abricots ou pêches, la saison s'écoulait sans que nous les goûtions, sauf si nous allions passer les vacances en Kabylie. Là, il se trouvait toujours un parent ou un ami qui nous offrait des figues ou des raisins. Un jour même, Paul s'était aventuré dans un champ qui ne nous appartenait pas. On avait rapporté une belle corbeille de figues noires, gercées par la rosée, presque aussi admirable que celle que produisait le champ de ma mère à Tizi-Bel. Comme je lui demandais qui te les a données, il me répondit c'est Lardal ou Akouche. J'ai su ainsi qu'il avait pénétré sur le champ de Yamina Ouakouche, une parente éloignée peu commode qui cherchait partout Poupoule ou Amouche, qu'elle ne connaissait pas. Quand elle me vit, elle me dit « C'est toi la mère de Poupoule ou Amouche ?»
Oui, répondis-je. Il est entré dans mon champ sans ma permission. S'il m'avait dit, Lamina, donne-moi des figues, j'en aurais donné avec plaisir. Je lui présentai toutes mes excuses. La maison en face de la nôtre, rue de la Rivière, appartenait à Qaddour Ben Haroun, un Kabyle originaire des États Abbès, dont la famille avait quitté la Kabylie depuis 1871 ou même avant, car les vieux seuls savaient le kabyle. Ma belle-mère évoluait dans ce milieu avec aisance. Elle était dans son élément en tant que musulmane pratiquante. Moi, pour ces gens comme pour elle, j'étais la mécréante, celle qui avait abandonné sa religion et qui sortait la figure découverte. J'avais lu dans un livre de Myriam Henry, Tunis la Blanche, une description d'un milieu juif. Elle parlait d'une famille dont la grand-mère portait le costume juif ancestral, le pantalon bouffant et sur la tête une coiffure pointue. La mère, le peignoir à l'italienne, et la fille une robe à la dernière mode de Paris. Je fis le parallèle avec notre cas. Ma belle-mère drapée dans sa couverture, à l'arabe, moi en blouse à l'italienne, et Marie-Louise Stauch plus tard vêtue à la mode de Paris. Je cessai de mettre les pieds dehors, sauf à de très rares occasions. D'ailleurs, je n'avais pas de quoi m'habiller. Bien que l'armistice de 1918 fut signé, ni Paul ni Abbès, Mohandarov, le frère de Belkacem, n'étaient revenus. Ce n'est qu'au mois de décembre 1919 qu'ils arrivèrent tous deux presque en même temps. Mon mari s'était efforcé de garder sa place à son frère aux ateliers de la compagnie. J'avais un canapé, j'en demandai un autre à mon ami Beya, qui me le prêta, et Paul et Abbès furent installés à la salle à manger, la pièce étant très grande. Paul retourna à l'école normale en janvier 1920, et Abbès alla chercher sa femme et ses enfants au pays. Son beau-frère et cousin Bouzid l'avait accompagné avec sa femme et sa petite-fille. Une nuit de janvier, nous dûmes recevoir tout ce monde qui passa encore à la maison la journée du lendemain, et partir enfin, Mohandarov ayant loué 2 chambres rue El Korchani. Quand je jette les yeux en arrière sur cette époque de ma vie, je me demande comment j'ai pu vivre. J'avais dû me mettre à la machine pour coudre les chemises et aussi les robes de la petite. En 1920, Henri eut son brevet et prit un poste au chemin de fer. Jean obtint son brevet en juin 1921 et entra à l'école normale en octobre. Quant à Paul, il avait été nommé instituteur à Sfax. Il ne restait plus à la maison que Louis, Marie-Louise Stauch et Noël. Noël était un bébé charmant et beau, tellement beau que les gens se retournaient pour le voir, quand je le tenais par la main. Il avait un teint blanc comme le lait, des cheveux noirs et ondulés, de grands yeux noirs, aussi longs et recourbés, un nez droit et une toute petite bouche, rouge comme une cerise. Il avait une voix de rossignol quand il chantait, ce qu'il appelait ses chantances. En 1921, j'eus une bronchite sévère. De son côté, mon beau-père Ahmed s'était grièvement blessé au genou en voulant tailler un arbre dans son jardin de montagne en Kabylie. Nous fûmes alertés. Mon mari et son frère Abbès partirent. Ils trouvèrent leur père hors de danger, mais sans ressources. Ils ramenèrent les 4 enfants, qui étaient de 2 mères différentes. Les 2 de Zahra allèrent chez leur tante, ceux de Smina Tejlilith vers chez nous. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.